www.congotopnews.com. 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 Je vais m'exercer assez rapidement pour dire l'essentiel. L'essentiel plus que pour un enseignement d'une année. Parce que parfois dans la vie, 5 minutes de vérité valent mieux que parfois toute une vie de mensonges. La lutte contre le détournement des deniers publics à l'inspection générale des finances, c'est pour moi une période historique parce que c'est la première fois que je vois une volonté politique exprimée est une volonté politique réelle. Le combat que nous menons aujourd'hui à l'inspection générale des finances pour lutter contre les détournements des deniers publics ne pouvait pas être possible s'il n'y avait pas une volonté politique de la part du chef de l'État. www.congotopnews.com. www.congotopnews.com. Congo Top News Monde vous présente l'émission News, une émission de décryptage des informations politiques, sociales, santé, économique, même des rumeurs seront décryptées. Le sport, la culture, la promotion de vos activités, analyse, réflexion et débat sur l'actualité de la RDC et d'ailleurs. News présenté par Noli Tambou Le Sage. News, les dernières informations de la RDC. Restez branchés.
est un produit de la faculté de sciences économiques civile qui s'emploie à promouvoir les grandes valeurs, la rigueur, l'excellence, mais aussi, surtout, la déontologie dans nos pratiques. Évidemment, l'inspecteur général qui va nous parler de l'importance de gérer, gouverner différemment. C'est à la fin, au moment des remerciements, que nous lui ferons remarquer ce qu'il aura certainement déjà remarqué dans cette salle. Je vous invite donc tous à vous joindre au comité de gestion et dans des applaudissements frénétiques accueillir ceux qui viennent aujourd'hui vous parler. Professeurs, maîtres, représentants de la société civile, respectables invités, mesdames et messieurs, qu'il me soit permis de joindre ma voix à celle de monsieur le recteur et des membres du comité de gestion pour vous souhaiter à tous la bienvenue sur la colline inspirée, notre maison commune, où, vous l'avez sans doute remarqué, une brise particulière agrémente désormais notre quotidien, rythme nos réflexions et nos travaux de recherche. De manière particulière, monsieur le recteur l'a dit tout à l'heure, permettez-moi de revenir pour souhaiter un bon retour à la maison, à notre vice-maison. L'ancien étudiant de notre faculté des sciences économiques, ça a été dit, promotion 88, Jules Aninguete Kay. C'est ainsi que m'a conseillé mon beau-père de prononcer. Actuellement inspecteur général des finances et initiateur de cet échange citoyen de l'inspection générale des finances. De soutenir ce qui nous sera proposé tout à l'heure et d'être susceptible d'être réalisé, d'être matérialisé dès le second semestre de cette année académique. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les membres du comité de gestion, chers professeurs, camarades étudiants, chers invités à vos titres et qualités respectifs, au cours de cet échange citoyen spécial organisé par l'Inspection générale des finances en collaboration avec la société civile, lesquelles a pour thème la lutte contre la corruption et le détournement de deniers publics, garantie de la bonne gouvernance et gage du développement de la RDC, il nous a été demandé d'aborder les aspects relatifs au champ d'application, dispositions légales nationales et internationales. L'implication, il n'y a pas de lutte contre la corruption sans l'implication de la justice. C'est pourquoi la RDC a adhéré et ratifié les instruments régionaux et internationaux. De ces instruments, comme je viens de le dire, la Convention des Nations Unies contre la corruption fait des recommandations aux États partis à inclure dans les principes généraux standards dans le cadre de la législation interne. Mais seule l'Union africaine fait obligation aux États partis de les appliquer. Elle est donc beaucoup plus contraignante. En conclusion, la réussite dans cette lutte repose sur des changements radicaux de comportement de l'homme congolais. Le Parlement doit adapter la législation interne aux instruments internationaux et contrôler son application. Le gouvernement de la République doit appliquer les lois. La société civile doit promouvoir la lutte contre la corruption par la participation citoyenne, surtout dans le suivi de sa mise en œuvre. Alors que la presse doit en assurer une large diffusion pour que nul n'en ignore les contenus. Ainsi, nous allons bâtir l'état de droit auquel aspire le peuple congolais.
pour nous avoir offert ce cadre qui est un cadre naturel d'échange, de partage de savoir sur une question d'intérêt commun et qui touche sensiblement à notre vie et à notre quotidien. Je remercie particulièrement l'inspecteur général chef des services de l'IGF qui s'est engagé farouchement dans ce combat, un combat que je connais. C'est pourquoi j'ai le mérite de pouvoir évaluer son action et l'encourager publiquement, et surtout pour l'initiative de cet échange citoyen qui nous est offert aujourd'hui. Messieurs les recteurs, mesdames et messieurs les professeurs, nous sommes à l'université, dans cette même salle où, au départ d'étudiants, un jour, messieurs les recteurs, nous avons été proclamés qui licencié en droit, qui économiste, qui médecin. Du haut du savoir de l'université, en train de nous adresser à notre population. Quel est le sens de cette rencontre? C'est l'interpellation de notre qualité d'enseignant, le pourquoi. Qu'est-ce que nous faisons à l'université? Quel est l'impact de notre métier d'enseignant sur le développement de notre pays? Niger a à juste titre des raisons de nous interpeller. Et donc pour ces 15-20 minutes qui me sont accordées, je vais m'exercer assez rapidement pour dire l'essentiel. L'essentiel plus que pour un enseignement d'une année. Parce que parfois dans la vie, 5 minutes de vérité valent mieux que parfois toute une vie de mensonge. Je saisis cette opportunité pour aborder une question qui est la corruption des détournements de deniers publics, garantie de bonne gouvernance, gage du développement. Question épineuse, mais une question qui nous interpelle au quotidien. C'est quoi? Monsieur le recteur, l'état de notre salle de promotion. Vous l'avez dit vous-même que quand nous étions étudiants, quand nous terminions, nous sommes interpellés. C'est aussi un effet de la corruption. Finalement, pour aller méthodiquement, je vais aborder rapidement en 5 points la définition de la corruption et la bonne gouvernance, la corruption et le développement, et ce que je considère comme étant une piste de solution avant de conclure. Primo, la définition. Monsieur le recteur, mon prédécesseur a parlé du cadre légal et normatif de la corruption. Je suis juriste. J'aurais pu m'intéresser à ce cadre. Mais il a bien conclu en disant qu'en dépit des textes, la corruption est là. Alors j'ai accepté de l'aborder et je préfère l'aborder comme un phénomène social. Le phénomène de la corruption. Alors pour définir ce phénomène, j'interroge tout le monde. Qui n'a jamais dîné avec la corruption dans la salle? La corruption est devenue un phénomène habituel. On peut résumer parce que la loi même de 2005 elle-même a eu du mal à définir la corruption. Elle a défini la corruption des termes laconiques. Ce sont des pratiques semblables aux infractions assimilées sanctionnées par la présente loi. C'est la loi de 2005. Honorable.
Mais la corruption, en réalité, c'est un abus de pouvoir, un abus d'autorité. Quelqu'un utilise sa fonction, sa position pour se faire payer. C'est un détournement des services publics ou d'un service d'intérêt public à des fins personnelles. Corrompre, se faire corrompre, c'est un détournement. C'est un abus de pouvoir. Quelqu'un vend sa fonction pour octroyer un droit là où il ne fallait pas, ou s'abstient de prendre une décision là où il devait le faire, pour obtenir en récompense un gain personnel. C'est cela la corruption en tant que phénomène social. Et c'est pourquoi je dis, chacun de nous a déjà croisé d'une manière ou d'une autre la corruption. De cette définition, on peut se poser la question: quel est le rapport entre la corruption et la bonne gouvernance? Je ne suis pas économiste comme l'inspecteur général chef des services, mais j'ai identifié quelques indicateurs de bonne gouvernance tels que décrits par la Banque mondiale. Parmi les indicateurs de gouvernance, il y a la responsabilité citoyenne, et c'est bien que les citoyens prennent l'engagement aujourd'hui. Il y a le facteur stabilité politique, il y a l'efficacité des services publics, la qualité de la réglementation. Mais ce sont les derniers indicateurs de la bonne gouvernance qui nous intéressent particulièrement. C'est la promotion de l'état de droit et la maîtrise de la corruption. Parce que la corruption existe partout. Nous connaissons beaucoup de mauvaises pratiques dans notre pays. La grande corruption, le détournement des deniers publics, la petite corruption, la mutualisation hiérarchique. Vous savez ce que c'est? Ce que font les officiers ou les agents de police. La corruption en chaîne. Toutes ces mauvaises pratiques produisent quoi comme conséquence par rapport à la bonne gouvernance? Regardons les indices. 20% environ de la population a accès à l'eau potable. 10% de la population environ a accès à l'électricité. 30 ou 40% taux de scolarisation. Quand on prend tous ces actes, camarades étudiants, je viens de constater tout à l'heure que mon thème a été légèrement changé. Mais je voudrais bien axer ma communication sur le premier thème qui m'avait été confié, qui est l'importance de l'appropriation par la jeunesse estudiantine de la lutte contre les antivaleurs dans la gestion publique. D'entrée de jeu, je voudrais préciser que je ne suis pas académicien, je ne suis pas professeur, mais je suis un homme de terrain. Homme de terrain, mais aussi victime de la corruption et des antivaleurs. Ça veut dire en d'autres termes que je voudrais faire un exercice un peu difficile, qui est celui de faire parler ma tête, mais aussi mon cœur. Parce que je voudrais que ma communication de tout à l'heure puisse porter quelques fruits en termes d'engagement, particulièrement des étudiants et des étudiantes dans la lutte contre la corruption. Permettez-moi de vous dire que mon exposé va comporter 4 points importants. Le premier point va être axé sur la définition de certains concepts qui sont utilisés dans mon sujet. Le deuxième point va porter sur pourquoi l'étudiant
doit-il s'impliquer dans la lutte contre la corruption et les détournements de l'argent public? Le troisième point, la nature de la contribution de l'étudiant à la lutte contre la corruption et les détournements de l'argent public. Et le dernier va être consacré à la conclusion. Matériellement, vous ne pouvez pas. Vous allez penser à votre enfant qui est malade et vous prendrez l'argent. Et dans cette salle ce matin, je suis convaincu qu'il y en a plusieurs qui sont tombés. Il est très important que nous puissions faire très attention. Sur les minutes qui me restent, je voudrais tout simplement dire qu'il est important que l'étudiant congolais s'implique dans la lutte contre la corruption. Pourquoi? Parce que d'abord, l'article 5 de notre Constitution dit que la souveraineté appartient au peuple congolais. Et vous et moi, nous sommes membres de ce peuple-là. Et en tant que tel, la République nous appartient à nous tous. Et l'argent de la République vous appartient, m'appartient en tant que citoyen. Et comme c'est mon bien en tant que citoyen, j'ai droit à être informé comment fonctionnent, comment sont gérées les finances de mon pays. Ce n'est pas trop demandé. Et je pense que c'est de l'argent qui nous appartient. Et l'article 58 de la Constitution dit que tous nous devons jouir, n'est-ce pas, des richesses nationales. Et donc, parce que la Constitution nous donne ses droits sur la richesse nationale, dont l'argent public, il est clair que nous devons nous impliquer dans ce combat. Pour terminer, quelle doit être la nature du combat, de la contribution de l'étudiant à la lutte contre la corruption? Première chose, l'étudiant doit pouvoir s'intéresser à la lutte contre la corruption en se formant et en s'informant. Et le travail que l'IGF fait, c'est un travail très important qui ne devrait pas laisser l'étudiant ignorant. Deuxièmement, l'étudiant doit pouvoir dénoncer tout acte de corruption. De la société civile dont la ZADO, mon organisation, et nous allons assurer le relais. Troisièmement, l'étudiant doit pouvoir sensibiliser ses collègues sur la corruption et sur ses méfaits. Il doit pouvoir refuser de corrompre et de participer à tout acte de corruption. Il doit prendre l'engagement de participer aux actions citoyennes publiques contre la corruption. Voilà les quelques mots que je voulais échanger avec vous à cette occasion. Le temps ne l'a pas permis que j'aborde toutes les questions préparées, mais la communication sera publiée. Je vous remercie. 38 ans après, je vois devant moi le professeur Kamel Chiboukou qui a dirigé. En tout cas, c'est toujours très bien de se retrouver à l'université. Monsieur le recteur, messieurs les membres du comité de gestion, messieurs les professeurs qui avaient semé entre ce que nous sommes aujourd'hui. Nous vous remercions en tout cas pour l'attention que vous avez bien voulu accorder à l'inspection de l'État. La première chose que j'aimerais préciser pour que vous puissiez mieux connaître l'inspecteur général des finances, tout le monde a appelé le chef de service inspecteur général des finances. Inspecteur général des finances à l'IGF, c'est un grade. Lui, sa fonction, c'est inspecteur général des finances, chef de service. Donc je crois qu'à partir de maintenant, tout le monde va l'appeler inspecteur général des finances, chef de service. La première question qui mérite d'être posée, c'est la relation qui est entre l'IGF et la corruption. Je
je pose là le problème de la définition de la corruption. C'est vrai qu'il était dit que cette définition-là est surannée, elle est dépassée. Mais nous, à l'Inspection générale des finances, nous avons opté pour la définition de la corruption telle qu'elle a été déclinée par la Banque mondiale, qui l'a définie comme étant un mauvais usage du pouvoir, de l'autorité ou des fonctions publiques en vue de l'obtention d'avantages privés au moyen de pots de vin, d'extorsion, de trafic d'influence, de népotisme, de fraude, de paiement de facilitation ou en tout cas de détournement de fonds. Qu'est-ce qui nous pousse, nous, à opter pour cette définition-là? Je crois que l'honorable Passi l'avait dit, la République démocratique du Congo a ratifié depuis 2006 la Convention des Nations Unies contre la corruption, parce qu'en fait, c'est une convention qui a été ratifiée. Tout ce qui est dit là-dedans nous concerne. Qu'est-ce que, en fait, l'Inspection générale des finances? L'Inspection générale des finances, c'est d'abord un service d'audit supérieur, c'est-à-dire dans la hiérarchie des structures de contrôle au sein du gouvernement, l'IGF est en premier. Donc l'IGF est une structure d'audit supérieure qui a une compétence générale. Je dis bien compétence générale en matière de contrôle des finances et des biens publics. De qui dépend aujourd'hui l'Inspection générale des finances? Aujourd'hui, elle est placée directement sous la tutelle du chef de l'État. Mais avant d'être sous la tutelle du chef de l'État, il a eu en tout cas à naviguer entre le ministère des Finances et le chef de l'État. Mais en fait, qu'est-ce qui a milité en faveur de ce mouvement? Lorsque vous regardez les tests qui prenaient ces décisions-là, le seul élément qui changeait dans tout ça, c'était le pouvoir de l'IGF de faire la contre-vérification fiscale. La contre-vérification fiscale, en fait, c'est quoi? C'est la possibilité pour l'Inspection générale des finances de se rendre auprès de tous les opérateurs économiques qui ont déclaré des impôts, que l'Inspection générale des finances puisse avoir la possibilité de vérifier si ces impôts-là ont été correctement déclarés ou pas. Chaque fois que nous dépendions du ministre des Finances, la contre-vérification fiscale était conditionnée à l'avis préalable du ministre des Finances. Et lorsque nous allions au président de la République, lorsque nous dépendions du président de la République, cet avis préalable sautait. C'est ainsi qu'en 2003, nous sommes allés au président de la République. En 2004, nous sommes rentrés au ministère des Finances. Et en 2009, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, nous dépendons du chef de l'État. C'est autant dire en fait que le problème de la contre-vérification fiscale, c'est une affaire de gros sous. Elle a constitué une pompe de discorde entre l'Inspection générale des finances et la FEC. Il y a eu tellement de problèmes que nous avons décidé de saisir le Conseil d'État pour que finalement il puisse interpréter les textes. Et le Conseil d'État, par un arrêt qui a été rendu en décembre 2021, a reconnu à l'Inspection générale des finances le pouvoir de faire la contre-vérification, fiscale. Lorsque nous avons parlé avec le recteur a dit « Mais pourquoi est-ce que l'IGF ne peut pas venir pour auditer les finances de l'Université de Kinshasa ?» C'est une réquisition d'une autorité administrative. Dans ce cadre-là, l'IGF pourra être ici. Quel a été l'impact des missions de l'Inspection générale des finances? Le chef de service reviendra pleinement là-dessus. Mais les plus importantes, je peux juste donner l'exemple du centre des impôts de Lubumbashi. Le centre des impôts de Lubumbashi, au mois d'avril de l'année dernière, avait pour assignation budgétaire 100 milliards de francs. Il devait mobiliser 100 milliards de francs. Mais l'Inspection générale des finances, depuis le mois de janvier, nous avions déployé les inspecteurs un peu partout, notamment au centre des impôts de Lubumbashi. Tout ce que les inspecteurs ont fait, c'est demander aux agents des impôts, donnez-nous tous les documents fiscaux des contribuables les plus importants. Tout ce qu'ils ont fait, c'est, comme on a pris les statistiques, on a pris les extrapolations, on a pris les interpolations. Tout ce qu'ils ont fait, c'est analyser tous les documents fiscaux à la disposition du CDI. Alors, avant le 30 avril, parce que c'est ce jour-là qu'on suit l'échéance, ils ont communiqué aux contribuables les plus importants. Ils ont dit,
Cette année, vous devez au minimum déclarer ce montant-là. Si vous ne le déclarez pas, l'inspection générale des finances viendra en compte vérification. Quel a été le résultat? Le centre des impôts de Lubumbashi a mobilisé 600 milliards. 100 milliards d'assignations et puis 600 milliards de réalisation. Environ 600% de taux de réalisation. Donc l'IGF agit aussi bien au niveau des recettes. En ce qui concerne les recettes, une des pesanteurs les plus importantes, c'est ce que les miniers réclament tous les jours, hein, les crédits TVA. Ils disent que nous avons des crédits TVA importants et que l'État doit rembourser. Mais en tout cas, on a impliqué l'inspection générale des finances sur ce dossier. On a dit, OK, IGF, certifiez-nous un peu les crédits TVA de ces miniers. Ils avaient des prétentions, les miniers du Katanga, ils avaient des prétentions de 1 milliard 300 millions de dollars. Lorsque l'IGF a compulsé tous les documents qui avaient été mis à disposition, ce stock-là a été ramené de 1,3 milliard à 900 millions. Donc 400 millions d'économies. La contre-vérification dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'IGF ne veut pas trop s'impliquer dans la contre-vérification. Parce que nous ne voulons pas que la contre-vérification fiscale consomme le gros de nos ressources. Mais néanmoins, en 2021, en termes d'homme-jour, la contre-vérification fiscale n'a occupé que 6% des ressources de l'IGF. Et 6% des ressources de l'IGF, les résultats de ces missions de contre-vérification, c'était 171 millions de dollars de redressement. Pourquoi est-ce que nous sommes venus à l'INIKI? Permettez-moi de faire deux citations. La première, c'est celle de Saint-Augustin dans Trinidad. Je la cite et puis je vais la paraphraser. Il dit, si mon lecteur communie à ma certitude, qu'il fasse route avec moi. S'il partage mes doutes, qu'il cherche avec moi. S'il se retrouve dans l'erreur, qu'il revienne à moi. S'il m'y trouve, qu'il m'en détourne. Ça, c'est Saint-Augustin qui a parlé. Vous permettez que je puisse le paraphraser. Là, c'est l'IGF qui parle. Que celui qui partage les convictions de l'inspection générale des finances en ce qui concerne la lutte contre la corruption fasse route ensemble avec l'inspection générale des finances. S'il partage ses convictions en ce qui concerne la lutte contre la corruption, qu'elle marche avec elle. Si elle estime qu'elle est en dehors de la lutte contre la corruption, qu'elle revienne à l'IGF pour lutter contre la corruption. Si elle retrouve l'IGF elle-même dans la corruption, qu'elle puisse sortir l'IGF de la corruption. Et enfin, pour ceux qui sont chrétiens, je vais paraphraser Estras 10.4. On lui a dit, lève-toi. Nous nous disons, étudiants, levez-vous. Car cette affaire de lutte contre la corruption vous concerne. Prenez courage et agissez. Faites comme moi. Je viens de trouver une solution pour ma famille. Mon oncle à Brazzaville, ma mère à Kinshasa. Na tindeli bango mbongo na tap send. Netika kozo tinda SMS me tindi mbongo. En plus, transfert d'argent sans frais. Netika na Croix-Rouge. Faites comme moi, vous téléchargez l'application na bino ya tap send. Kaka na téléphone na yo. Otindi esika ozali, yepe azui esika azali. Pona numéro oyo ezali na M-Pesa, RTL Money to Orange Money pona Kinshasa, MTN Money to RTL Money pona Brazzaville, tap send na beti na send mbongo. Yamba mbongo ata na minuit. Tap send. Mbongo elongo na poche. Ekoti na chombo. Tap send. You send me, send you. Vous avez suivi l'intervention de l'inspecteur général chef de service adjoint sur l'inspection générale des finances, et je voudrais vous dire en termes simplifiés
que l'inspection générale des finances, un service qui relève de l'autorité directe du chef de l'État, a reçu la mission de surveiller toutes les opérations financières de l'État. L'État étant compris comme étant le gouvernement, le Parlement, le Sénat, les provinces, les établissements publics, les entreprises du portefeuille de l'État, les services publics et les entités territoriales décentralisées. Voilà brièvement la mission que nous avions de surveiller toutes les opérations financières de l'État et de nous assurer qu'il y a régularité. Je voudrais pour ma part vous dire que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui comme fléau, comme misère, c'est la conséquence des détournements des deniers publics. Si nous sommes aujourd'hui sans les routes, sans les hôpitaux, sans les bonnes infrastructures, soyez rassurés que ce sont les détournements des deniers publics et la corruption qui nous ont amenés à cet endroit. Je voudrais également que vous soyez rassurés que vous n'avez pas d'avenir dans un environnement aussi corrompu. Notre engagement ferme dans la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics, c'est tout simplement l'engagement d'un parent qui voit ses enfants rester dans un environnement aussi néfaste, où c'est le plus fort qui fait sa loi, où on ne sait pas comment on est engagé pour travailler, où on ne sait pas comment se retrouver. Voilà notre engagement. Je n'aimerais pas laisser mes enfants, je n'aimerais pas laisser mes jeunes frères, je n'aimerais pas laisser cette génération dans cet environnement aussi pourri. Si nous ne nous mettons pas ensemble tous pour combattre les détournements des deniers publics et la corruption, le pays ne va que s'enfoncer. Nous n'avons aucune chance. Voilà pourquoi nous devons être debout. Détrompez-vous. Les détournements des deniers publics sont à la base de la situation de la misère généralisée qui a caractérisé la vie des Congolaises et des Congolais. J'aimerais rapidement vous donner les conséquences avant que vous puissiez comprendre l'état des lieux de la corruption, des détournements, les missions que nous avions eues pour combattre ces phénomènes, les stratégies que nous avions mises en place et les résultats auxquels nous sommes arrivés. Je voudrais vous sensibiliser pour que vous puissiez comprendre que les détournements des deniers publics et la corruption entraînent l'aggravation du sous-développement collectif. Que vous ayez ça à l'esprit. Ayez à l'esprit que les détournements des deniers publics et la corruption entraînent un semblable d'enrichissement pour une minorité et un appauvrissement pour la majorité. Et nous ne pouvons pas accepter continuellement de vivre dans un tel environnement. La détérioration des infrastructures collectives de base, les routes, les écoles, les hôpitaux, les universités, l'éclairage public, les aéroports, c'est la conséquence des détournements des deniers publics. Je peux vous dire qu'il y a des routes que vous voyez dans notre pays, à Kinshasa, qui chaque 2 ans bénéficient de financements publics, mais sur le terrain, ces routes n'ont jamais connu un débit de réhabilitation. On ne peut pas avancer dans un tel environnement. La corruption et les détournements des deniers publics est à la base du chômage généralisé que le pays connaît. Vous savez, l'État ne peut pas être seul ou en grande partie générateur d'emplois. Les emplois, moi je crois fermement que les emplois sont l'œuvre des initiatives privées. Et pour cela, il faudra que nous soyons dans un environnement économique où il y a l'amélioration du climat des affaires, c'est-à-dire la facilité de faire les affaires sans trop de tracasseries, que l'investissement privé puisse se développer et créer les emplois.
dans un environnement corrompu, où les opérateurs économiques ne savent pas comment avoir un marché public. Vous vous réveillez un matin, vous voyez les concurrents ailleurs un gros marché, vous ne savez pas comment il est arrivé. Ce sont les plus habiles à corrompre qui attrapent, qui arrachent tous les marchés publics. Dans un tel environnement, les personnes civilisées ne peuvent pas veiller. Et la conséquence, nous avons l'aggravation du chômage parce que vous n'aurez pas de véritables investissements créateurs d'emplois. Aujourd'hui, donc, le chômage qui caractérise notre jeunesse, vous devez savoir que c'est la corruption qui sont à la base de ces phénomènes. La corruption et le détournement des deniers publics entraînent une perte de crédibilité internationale. On ne peut pas vous prendre au sérieux lorsque vous êtes un pays corrompu. Impossible. Les gens oublient qu'il n'y a pas d'hommes développés, mais il n'y a que des nations développées. Vous pouvez être les Congolais les plus corrompus avec beaucoup d'argent, mais vous vivrez un phénomène un jour devant les services d'immigration face à un huissier sud-africain, américain, mais avec son passeport américain, sud-africain, il a plus de considération que vous, un ministre congolais avec un passeport diplomatique. Parce que vous êtes issu d'un pays corrompu, un pays qui n'a pas de crédibilité sur le plan international. Autant de choses qui doivent nous révolter. Nous ne pouvons pas rester dans cet état. Les détournements des deniers publics et la corruption a entraîné la baisse du niveau de l'éducation dans notre pays. Comment on peut investir dans l'éducation? Comment on peut mettre les moyens dans l'éducation si nous sommes dans un environnement de corrompus, dans un environnement où, à la longueur de la journée, les gens ne font que détourner les deniers publics. La corruption et le détournement des deniers publics a entraîné dans ce pays la normalisation de l'immoralité. Ce qui est grave, nous avions même été amenés à applaudir les corrompus, jusqu'à les amener à les mettre sous le chipo et à les transporter. Et nous avions fait alors la culture de l'antivaleur, en oubliant que ces personnes-là sont en réalité celles qui sont à la base de la situation misérable que nous sommes en train de vivre. Les détournements des deniers publics et la corruption sont véritablement des fléaux. Nous devons nous investir. La corruption et les détournements sont qualifiés des antivaleurs. Et pour les combattre, il faut disposer de valeurs. Le Congo n'a pas manqué de compétences, mais nous avions manqué de valeurs. Il y a des gens compétents qui sont sortis des universités, qui ont la matière. Mais ici, j'ai appris science sans conscience. Nous avions produit des gens compétents, mais des gens sans valeur. Moi, je me demande parfois comment des gens qu'on considérait avec la tête qu'ils avaient comme des gens qui pouvaient être des gens importants pour le développement du pays, se sont transformés en prédateurs et ont réduit au fait l'espoir de tout un peuple à se relever. Je peux vous dire que le détournement des deniers publics que notre pays a connu entre 2010 et 2020 restera historique. Historique. Des gens qui ont été totalement pris en charge par l'État congolais pendant leurs études. On l'a dit ici, sans payer les minérales à l'université. Ils ont bénéficié des bourses de l'État. Certains ont été logés ici, gratuitement, ont mangé gratuitement. Et à l'époque, nous avions qualifié nos aînés, nos professeurs, qu'ils nous ont sacrifiés. Nous avions dit que nous sommes des générations sacrifiées, mais nous avions fait pire. Nous avions fait pire. Ce que nous avions fait, le détournement qui a été constaté restera historique. Dans l'histoire de notre pays, on n'a jamais détourné de cette manière-là. C'est comme si les gens détournaient en concurrence. C'est ça en fait la réalité.
savoir, le détournement des deniers publics est une forme de délinquance. Le détournement des deniers publics est une forme de banditisme. Le détournement des deniers publics est une forme de criminalité. Délinquance, criminalité, banditisme qui s'exerce avec barbarie, avec agressivité. C'est un phénomène terrible. Et parfois, nous avons un rêve. Nous qui travaillons dans ce domaine, nous avons un rêve. Comment comprendre des gens qui se tiennent debout, qui tiennent des discours. Et parfois, ces gens, quand ils vous parlent, vous avez affaire, vous croyez avoir affaire à des gens sérieux, alors qu'il s'agit de véritables bandits, de véritables criminels, de véritables irresponsables. De mon point de vue, quand on a commencé ce travail, quand vous rencontrez 10 gestionnaires publics, rassurez-vous que vous avez au moins 9 bandits devant vous. Excusez-moi d'être aussi direct. Quelle responsabilité, quelle inconscience pour tout un pays, quelle inconscience. Les gens considéraient que c'est leur droit, arrivé aux affaires, de considérer que les fonds publics, c'est leur argent. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour combattre les détourneurs, pour combattre ces délinquants financiers, pour combattre ces bandits financiers, pour combattre ces criminels financiers. Notre survie à tous et l'avenir de nos enfants en dépend. Bien sûr, il y a eu quand même des personnes honnêtes que nous avions rencontrées, des personnes de valeur. Je ne dis pas que tous ceux qui sont passés n'étaient pas des gens de valeur. Il y a eu quand même des gens de valeur que nous avions rencontrés, mais généralement, nous ne sommes pas sérieux. On se demande comment les gens qui tiennent des discours publics aussi sérieux, aussi captivants, peuvent être des prédateurs à ce niveau-là. Comment ils peuvent être des prédateurs jusqu'à ce niveau-là? Vous savez, je vous ai dit, pour combattre les détournements et la corruption, il faut disposer des valeurs. Il ne faut pas suivre les discours, il faut disposer des valeurs. Dans ces pays, plusieurs fois, on a fait des discours de lutte contre la corruption. On a prétendu qu'on a dans des programmes politiques qu'on lutte contre la corruption. Moi, j'ai 34 ans d'expérience dans la lutte contre les détournements des deniers publics à l'inspection générale des finances. C'est pour moi une période historique parce que c'est la première fois que je vois une volonté politique exprimée et une volonté politique réelle. Le combat que nous menons aujourd'hui à l'inspection générale des finances pour lutter contre les détournements des deniers publics ne pouvait pas être possible s'il n'y avait pas une volonté politique de la part du chef de l'État. Et nous menons parce que nous avons placé, moi je disais, les combats que nous menons aujourd'hui ne pouvaient pas être possibles, ni n'était la volonté politique du chef de l'État. Nous avions placé notre curseur plus haut. Nous avions compris qu'il faut aller plus haut, monter vers le gouvernement, monter vers les grands gestionnaires publics pour combattre ces fléaux. Parce que longtemps, on nous a fait comprendre, on a voulu nous dire que la corruption était le fait des fonctionnaires qui demandent 10 $ pour livrer tel document, les faits des policiers, c'est une forme de corruption, mais le vrai problème se trouve plus haut. Il faut regarder plus haut, commencer par là, pour que nous espérions petit à petit arriver à la solution. S'agissant de l'état des lieux de la corruption dans notre pays, je voudrais vous donner rapidement 3 éléments essentiels. Le premier élément, c'est la traçabilité de la dépense publique. En fait, la traçabilité de la dépense publique, c'est qu'est-ce qui arrive à l'objectif final lorsqu'on sort les fonds publics.
Lorsqu'on sort 100 dollars de l'État pour un usage public, qu'est-ce qui arrive réellement à destination? Qu'on ne vous trompe pas, la corruption est dans tous les environnements du monde. Les pays les plus modernes en matière de lutte contre la corruption sont aujourd'hui à 80%. C'est-à-dire, ils sont à 80% dans la bonne gouvernance, il y a 20% de corruption. Et les pays les plus modernes aujourd'hui sont des pays scandinaves. En tête, Danemark, Finlande, suivi de l'Australie, des États-Unis qui sont à 70%, donc il y a 30% de corruption aux États-Unis. La France qui est à 60%, donc il y a 40% de corruption. Les Émirats arabes sont à 55%, donc il y a 45% de la corruption. C'est-à-dire quand on sort, quand on sort 100 dollars pour l'usage public, qu'est-ce qui arrive réellement à destination? L'état des liens de la République démocratique du Congo en 2020 qui a été fait, nous sommes à 20%. C'est-à-dire, quand on sort 100 dollars, vous ne pouvez retracer réellement sur le terrain que 20%. Donc les gens s'amusent à prendre 80% pour eux et à laisser 20% pour l'objectif pour lequel l'argent serait sorti. Voilà dans quel état on se trouve. Deuxième élément que j'aimerais que vous puissiez savoir, c'est en matière de marché public. En 2020, quand nous faisons l'état des lieux, sur 10 marchés publics passés dans notre pays, la totalité est émaillée de la corruption, du détournement ou de surfacturation. Il n'y a aucun marché public qui échappe. Quand vous voyez un marché de routes, un marché pour construire un hôpital, un marché de prestations, tous ces marchés-là sont émaillés de faits de corruption, soit de détournement, soit de surfacturation, sans exception. Et c'est une situation catastrophique. Et quand vous tenez compte de la traçabilité de la dépense publique qui est à 20%, c'est-à-dire même si on vous sort 10 millions pour faire des routes, rassurez-vous qu'il n'y a que 2 millions qui pouvaient faire les routes. Et 8 millions devaient prendre une destination inconnue. Voilà l'état des liens de la corruption en 2020 dans notre pays. C'est pour cela qu'on a dit ici, on a été classé parmi les 8 meilleurs pays les plus corrompus du monde. D'où il fallait faire un effort pour sortir de cette situation. Troisième élément que je voulais que vous ayez en tête, c'est en fait le coulage des recettes publiques. Sur ces volets, j'ai toujours demandé pardon au professeur Lezo. Je l'ai dit en privé entre nous deux. Quand il me disait que le Congo perdait 15 milliards de dollars par an de fait de coulage des recettes, moi je ne croyais pas. Moi je ne croyais pas. Mais quand j'ai commencé à travailler en 2020, ce que j'ai vu, c'était incroyable. Et je peux vous dire, le niveau de mobilisation des recettes de notre pays en 2020, on n'était qu'au maximum à 25%. Donc, ce que nous avons comme mobilisation des recettes publiques qui arrivent au budget de l'État, on était à moins de 25%. Ça signifie que 75% des moyens de l'État qui devaient être mobilisés pour l'intérêt commun prenaient une autre destination. Voilà un tableau. Comment voulez-vous que vous puissiez arriver à un développement dans un pays où, de 2010 à 2020, les budgets n'étaient qu'au maximum à 4 milliards de dollars américains. Ça, c'est le maximum. Et dans les 4 milliards, vous avez au moins 3 milliards destinés à la paie des fonctionnaires de l'État. Et il y a 1 milliard qui reste pour l'investissement et pour le fonctionnement. Et si vous intégrez la traçabilité de la dépense publique de 20%, ça veut dire sur les 1 milliard qui reste, les gens prenaient 800 millions, et de ces 200 millions qui restaient pour l'ensemble de la République, pour faire les routes, pour faire les écoles et pour faire fonctionner l'État. Voilà un peu la situation. Comment voulez-vous que vous puissiez vous développer? Comment voulez-vous avoir des routes, des hôpitaux, des écoles dans cet environnement? 200 millions pour l'ensemble des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous alliez faire? Je vous donne
ces éléments pour que vous puissiez comprendre l'état des lieux de la corruption dans notre pays, qui est un phénomène endémique, un phénomène qu'il faut à tout prix combattre. Et face à cet état des lieux, il y a des missions en 2020 qui ont été confiées à l'inspection générale des finances, avec les autres services appelés à lutter contre la corruption et les détournements, à savoir l'APNC, l'Agence pour la prévention et la lutte contre la corruption. Il y a le Sénaref, la cellule nationale, la cellule nationale financière qui lutte contre le blanchissement des deniers publics. Donc, tous ces services appelés à lutter contre les détournements et la corruption ont eu cette mission, sans oublier la justice congolaise. Tous ensemble, de lutter contre ces phénomènes, afin de donner petit à petit la chance à notre pays de relever la tête. En ce qui concerne l'inspection générale des finances, il nous a été demandé comme mission de mettre en place la patrouille financière. Mon adjoint a expliqué ici. La patrouille financière, en fait, c'est une opération que nous avions mise en place à l'inspection générale des finances pour surveiller tous les points chauds de la République. Les gouvernements, les entreprises, les provinces, là où il y avait des grandes opérations financières de l'État. La particularité de la patrouille financière avec les contrôles traditionnels, c'est quoi? J'en profite pour les dire. Les contrôles qu'on faisait traditionnellement, c'est les contrôles a posteriori. C'est-à-dire, on laisse les gestionnaires gérer, ils rendent les comptes et nous venons vérifier les comptes. Donc, comme on est en 2022, on avait la possibilité de vérifier les comptes de 2021 rendus par les gestionnaires. Là-dedans, vous constatez qu'il a déjà volé, il y en a qui ont déjà disparu, il y en a qui sont déjà ailleurs, et on ne faisait que constater les dégâts. Et face à toute la procédure judiciaire à laquelle nous sommes soumis pour déférer ces gens en justice, on était face à l'inefficacité. Voilà pourquoi, dans la patrouille financière, nous avions défini une nouvelle stratégie. On dit, nous ne pouvons plus venir contrôler pour constater les dégâts. Nous passons à un niveau de contrôle qu'on appelle les contrôles concomitants, c'est-à-dire les contrôles qui se font au même moment que les actes de gestion sont posés. Et ces gens ont crié, se sont élevés à dire, ah non, on doit nous laisser gérer pour venir nous contrôler, pour venir constater les dégâts. Nous nous avions dit, ton pied, notre pied. Tu poses l'acte de gestion, nous vérifions l'acte de gestion. Et c'est là qu'ils ont commencé à crier, on veut co-gérer avec nous, nous ne co-gérons avec personne. Nous voulons seulement prévenir que les actes de détournement ne se commettent plus en cascade. Voilà pourquoi nous sommes passés au contrôle concomitant, qui est un contrôle qui se fait au même moment que les actes de gestion sont posés. Donc nous avons quitté les contrôles a posteriori où on venait constater les dégâts pour les suivre pas à pas. C'est tout ce que vous entendez chaque jour. On a poursuivi tel, ils font à tel endroit. Nous poursuivons ça à temps réel. Si nous sommes en retard, c'est 2 ou 3 jours. Mais là, nous avons l'occasion de récupérer l'argent. Nous avons l'occasion de récupérer, nous récupérons. Sans vous citer les occasions que nous empêchons. Nous empêchons beaucoup de prédations par cette méthode de la patrouille financière. Et nous l'avions placée au niveau de la Banque centrale, au niveau des frais de fonctionnement de tous les ministères, au niveau de quelques provinces, la province du Congo central, la province de Lualaba, la province du Haut-Katanga, la province du Sud-Kivu, la ville-province de Kinshasa. Nous avons placé la patrouille financière pour surveiller les actes de gestion chaque jour. Vous posez l'acte de gestion, nous examinons ça au même moment et nous vous disons non, ça ne peut pas passer. Parce qu'on sent la prédation. On sent ici qu'il y a un problème. Ça ne passe pas. Nous devons sauver les finances publiques. Nous devons sauver l'État. On est venu constater les dégâts à la longueur de la journée. Donc je disais, nous avions
mise en place la patrouille financière. Cette patrouille financière doit être soutenue parce que ça sauve l'État. Et dans cette patrouille financière, nous avions exigé la fermeté. La fermeté, c'est important parce que les prédateurs, dans leur stratégie, ils ont des stratégies. La première, de vous associer à la prédation. Ils vont venir vers vous. Ils vont vous demander de vous associer. Le jour où vous allez vous associer avec l'un d'entre eux, c'est fini. Vous avez tout perdu. Et ça communique. Ça communique. Ils vont dire Azui. Et pas dans Azui. Et tous les autres vont comprendre que c'est fini, nous perdons la lutte. La fermeté, nous ne sommes pas méchants, mais nous sommes fermes. Parce que conscients des dégâts que ces phénomènes causent dans la vie commune. Ok? Et décider d'accompagner efficacement le président de la République dans sa mission de lutter contre la corruption, nous devons être fermes. Ça, c'est la première stratégie, de vous associer dans le partage du butin. Et si vous n'arrivez pas à participer, il passe à une autre stratégie, les menaces. Je vous ai toujours dit, c'est une forme de banditisme. Les voleurs, c'est un menteur. Il n'est pas différent des voleurs du marché central. Lorsqu'il a tenté de voler et que vous l'avez constaté, il peut même vous menacer. Vous n'avez jamais vu ces gens-là voler et vous menacer. En fait, ce que vous voyez là, c'est ce que nous vivons. On est menacé à la longueur de la journée parce qu'on est en train de barrer la route à la prédation. C'est un travail qui est difficile. Il faudra avoir le caractère et la détermination pour donner les meilleurs à la République, et nous devons le faire. Deuxième mission qui nous a été donnée dans le cadre de cette situation, c'est de lutter farouchement contre les exonérations illégales. Je suis devant le milieu des étudiants. Les exonérations, en fait, sont des actes administratifs qui viennent soustraire les opérateurs économiques du champ de paiement des impôts. En 2020, quand nous avions fait l'état des lieux des exonérations, on a trouvé que notre pays perdait 1,5 milliard de dollars par an du fait des exonérations inutiles. On a donné des exonérations même à des gens qui n'étaient pas des opérateurs économiques, à un cousin. On lui donne, il met ça dans son sac et il vend. Il va vers les opérateurs économiques, il dit vous voulez importer, moi j'ai mon exonération. Mets tout à mon nom, ça sort sans payer les droits. On calcule les droits que vous devez payer et on se partage. Vous devez payer combien? 10 millions. Donnez-moi 10 millions, c'est fini. Et ces exonérations créent une situation de concurrence déloyale entre les opérateurs économiques. Et ça, c'est un phénomène qui prenait des ampleurs, qui prenait des dimensions incroyables dans notre finance publique. Et l'inspection générale des finances a eu cette mission de s'investir. Nous l'avons fait et aujourd'hui, je pense que nous avons réussi à contenir ces phénomènes. Et notre mission qui a été confiée à l'inspection générale des finances, c'est de mettre sous encadrement permanent toutes les régies financières chargées de la mobilisation des recettes. L'un des intervenants vous a cité les points chauds de la corruption. Il vous a cité. C'est avec des raisons qu'il vous a dit. Et pour commencer à récupérer petit à petit les moyens de l'État, il fallait mettre tous ces points chauds-là sous encadrement. Voilà pourquoi depuis 2020, nous sommes en permanence dans les régies financières, tenant les fouets, pour pousser les administrations fiscales à bien faire leur travail et à mobiliser suffisamment de moyens pour l'État. Donc nous avons mis un encadrement permanent. Ce que nous sommes en train de faire comme travail, c'est une lutte. C'est un aspect important. C'est-à-dire que ce n'est pas un travail que vous pouvez faire en un mois et vous quittez. Vous n'aurez aucun résultat. Si vous voulez tenir, il faut faire autant de temps que ça peut prendre. C'est-à-dire que les gens
qui sont dans les détournements de la corruption, ils voulaient que vous puissiez venir pour une mission de 60 jours. Vous faites la mission, vous partez, il reste danser. Nous avons choisi de rester. Nous y resterons jusqu'à ce qu'ils vont changer de comportement. Quand vous voyez l'inspection générale des finances chez vous, sachez que nous venons pour 3 ans, 4 ans, 5 ans. Une mission permanente. C'est ce qui énerve également. Donc, nous avions mis tous les points de collecte des moyens de l'État sous un encadrement permanent chaque jour. Ça fait 2 ans que nous sommes là et nous y resterons. Tout en changeant bien sûr nos équipes de travail parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un pendant 6 mois au risque de se familiariser avec les prédateurs qui sont trop dangereux. L'auditeur interne a comme chef les prédateurs. Et voilà l'inefficacité. Et nous avions eu la mission de redynamiser la fonction contrôle avec fermeté. Voilà pourquoi avec cette fermeté, lorsque nous constatons des dérapages dans le cadre de la gestion publique, nous appliquons la fermeté en déférant les personnes concernées devant la justice. Il y a des gens que nous avons décidé d'arrêter sur place parce que nous en avons compétence. Lorsqu'il y a flagrance, en matière de détournement des deniers publics, nous vous arrêtons sur le champ. Nous vous amenons nous-mêmes, membres militaires, devant l'officier du ministère public. Il fallait cette fermeté, rétablir l'autorité de l'État en matière de contrôle. Il ne faut pas être un inspecteur comme on voit à Copal. Vous êtes là, les gens n'ont pas peur de contrôle. On doit avoir peur de contrôle. C'est ce que nous avions voulu pour petit à petit remettre de l'ordre. Et face aux missions qui nous avaient été confiées, nous avions arrêté la direction de l'inspection générale des finances des stratégies. Comment arriver à remplir toutes ces missions? La première, rapidement, nous avions travaillé pour la mobilisation des ressources humaines internes. Vous savez, vous ne pouvez pas aller dans ces combats lorsque vous n'avez pas de personnes, des inspecteurs internes. Ce sont les mêmes inspecteurs qui hier ont accompagné la prédation. Il fallait maintenant les formater à un nouvel esprit. C'est ça le travail qu'on devait faire. Nous avions en interne commencé à travailler en disant, à un moment donné, il faut un sursaut d'orgueil. À un moment donné, il faut savoir arrêter. À un moment donné, il faut savoir dire, maintenant peut-être c'est le temps que j'accompagne, que je donne le meilleur de moi-même pour mon pays. Nous avons commencé à travailler en interne, en moralisant, en suscitant des valeurs qui sont capables de lutter contre les détournements et la corruption dans les finances publiques. Et par là aussi, je ne manquerai pas de dire, non pas seulement qu'il fallait inculquer les valeurs, mais il fallait également appliquer les principes. Un minimum de confort assure la vertu. Parce qu'il est impensable, illusoire, de confier la mission de lutter contre la corruption à des gens totalement dépourvus. Mais ne pensez pas que c'est les conforts qui luttent contre la corruption. Non, les personnes les plus corrompues sont les personnes qui ont beaucoup plus d'argent. Plus ils ont de l'argent, plus ils sont corrompus. D'ailleurs, il est fort, comme je vous ai dit, comme en concurrence. Il faut beaucoup détourner pour qu'on ait la considération. Des personnes que vous voyez avoir beaucoup d'argent, ce sont les mêmes personnes qui sont les plus corrompues. Donc, je disais, nous avons travaillé à l'interne pour mobiliser nos ressources, les mettre à l'abri des moyens, des besoins élémentaires, les conditionner moralement pour que nous allions en guerre. La plus grande arme que vous devez disposer pour lutter contre la corruption et les détournements, ce sont les valeurs. Parce que la corruption et les détournements font partie des anti-valeurs. Il faut avoir des valeurs. Il faut avoir des valeurs. Et vous devez cultiver les valeurs maintenant. Nous vous mettons à la disposition de l'officier du ministère public. Nous portons l'accusation. Et nous demandons au ministère public d'approfondir les investigations en rapport avec notre mission pour déceler effectivement s'il y a des faits de détournement
Nous avions commencé à les faire. Depuis 2020, nous avons plus de 30-40 dossiers que nous avions transmis au ministère public. Là, peut-être les gens vont poser des questions, mais chacun doit faire son travail. Nous faisons notre part et les autres doivent aussi faire leur part. Alors, dans ça, ne vous découragez pas. Parce que dans ce que nous sommes en train de faire, nous recherchons 3 sanctions. Il y a la sanction judiciaire et probation sociale. Voilà les résultats. Aujourd'hui, nous visons sur les 3 volets dans nos missions. Lorsqu'il y a des faits, nous nous investissons pour que l'autorité administrative de qui dépend les détourneurs puisse les sanctionner et dans l'acte de temps, nous publions les marques efficaces. Moi, je dis toujours, dites à nos enfants à l'école qu'on est autour de 40%. C'est-à-dire que nous sommes encore loin. Et nous devons encore efficacement travailler pour atteindre 60%, 65%. C'est-à-dire aujourd'hui, nous pouvons estimer que la traçabilité de la dépense publique s'améliore, mais ce n'est pas encore l'objectif assigné. Nous devons travailler davantage pour améliorer la traçabilité de la dépense publique. Deuxième résultat, aujourd'hui, c'est l'amélioration de la qualité de la dépense. Nous avons beaucoup travaillé parce que l'État peut avoir des moyens, mais comment ces moyens sont affectés? Au lieu d'affecter ces moyens à la réhabilitation d'une école, d'une route, d'un hôpital, mais si on les choisit, on choisit de l'affecter à des choses inutiles qui n'ont aucun impact sur le vécu quotidien de la population. Qu'est-ce qu'on aura gagné? Voilà pourquoi nous sommes en train également de travailler sur le volet de l'amélioration de la qualité de la dépense publique. Il faut que la dépense publique puisse être de qualité. Une dépense publique de qualité, c'est une dépense publique qui a un impact sur les infrastructures de base, sur la vie de l'ensemble de la communauté. Une dépense publique de qualité, c'est une dépense publique qui nous amène vers un état de développement. C'est ce que nous avons commencé à veiller au niveau de la chaîne de la dépense publique. Nous sommes là tous les jours, au niveau de la chaîne de la dépense publique, pour regarder quelle est la qualité de la dépense, quelle est la dépense qu'on veut faire. Est-ce que c'est une dépense de qualité ou c'est une dépense de loisirs ou c'est une dépense inutile? Il faut qu'on arrive à la qualité de la dépense publique pour que les efforts de mobilisation des recettes puissent être ressentis dans la vie au quotidien de notre population. Troisième résultat, je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'inspection générale des finances estime avoir apporté sa pierre de contribution dans l'amélioration du niveau du budget de l'État. Il est vrai que le gouvernement a fait sa part en arrêtant les stratégies de mobilisation des recettes. Les régies financières ont fait leur part et nous aussi nous avons fait notre part. Les résultats qu'on a aujourd'hui, en 2 ans, de passer d'un budget de 5 milliards après de 11 à 12 milliards en 2012, ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas du hasard. Chacun a amené sa contribution et nous, l'inspection générale des finances, nous avons également apporté notre contribution au travers de toutes les stratégies que nous avons mises en place. Je peux vous dire dans ce volet-là, les personnes ne sont pas connues de l'administration fiscale. Non, ce sont des gens qui ne payent pas. Que vous êtes connus de l'administration et vous payez vos impôts. Nous exigeons même la preuve de paiement de l'impôt du mois passé. Prouvez-nous que vous êtes connus, vous avez payé, vous payez vos impôts pour bénéficier du paiement au niveau des entreprises, au niveau des établissements ou au niveau du gouvernement. Nous avons mis ça en place. Au niveau des provinces, vous pouvez imaginer que les personnels des provinces, les personnels politiques, les personnels administratifs, ne payaient même pas l'impôt sur les salaires. Vous avez une province qui emploie 5 000, 10 000, mais ces gens-là ne payaient pas d'impôts. Et nous avions mis en place des systèmes que vous ne payez pas de rémunération au personnel politique et administratif si vous n'alignez pas à côté de la rémunération, le paiement des impôts de ces gens. Vous voulez payer la rémunération,
alignez le paiement de la rémunération le même jour où vous alignez le paiement des impôts, allez payer les impôts à l'administration fiscale. Non, nous avons mis ça pour apporter notre pierre de contribution dans l'amélioration de l'augmentation des recettes publiques garanties. Aujourd'hui, avant qu'ils posent leurs actes de prédation, parce que nous aussi, nous sommes entrés dans une logique de fermeté avec la gestion publique. Le travail que nous avions fait, nous estimons aujourd'hui que la trésorerie de l'État s'est améliorée. On n'a jamais connu une période aussi comme celle de 2022. Jamais que la poudre aux yeux. Là, nous sommes petit à petit en train d'aller vers une vraie bonne gouvernance, où l'État dispose de moyens pour faire face à tout le problème. Aujourd'hui, on n'a pas tous les moyens nécessaires, mais l'État commence à récupérer la crédibilité de l'État. Ce sont les représentants de l'État à l'extérieur. Donc, nous disons que nous avons contribué, nous, l'inspection générale de finances, en termes des arriérés des salaires, de tous ceux qui sont payés par l'État, mais au moins nous avons une seule garantie, il n'y a pas d'arriérés. On fait appuyer les arriérés du salaire. Il n'y a aucune entreprise d'arriérés du salaire. 8 mois, nous avons priorisé dans notre méthode de travail les paiements. Nous avons payé tout d'abord le personnel. Payer les impôts avant de vous servir. Et là, nous avions réglé beaucoup de problèmes. Toutes les entreprises où nous avions contrôlé aujourd'hui, en 8 mois, de 3 ans d'arrivée de salaire. Et nous estimons que c'est une grande contribution parce que nous avions les paix dont on les reconnaît. C'est beaucoup à l'amélioration de la trésorerie des entreprises de l'État. Il y a des entreprises où chaque jour il y avait entrée de sortie de qui étonnent. Nous sommes dans notre pays, quand vous allez aujourd'hui à la CNCS, de 100 millions de dollars. En 2 ans, nous sommes à des millions. Nous approchons des 100 millions de disponibles. Mais malgré les 30 ans, il y a des gens qui vont se précipiter des bébés de 30 ans. Oh non, moi, en 92, on m'avait payé des intéressés, il faudra qu'on me paye. Il y a des gens qui vont fabriquer des intéressés. Pourquoi vous venez aujourd'hui? On est là aujourd'hui pour mobiliser les moyens pour la réalité. Mais nous avons beaucoup travaillé pour amener. En tant que Congolais, soyez fiers, en plein Covid-19, où toutes les économies étaient en difficulté, nous sommes les rares pays en 2020, par 2021-2022, à présenter quand même une croissance économique au-delà de 5%. Nous voulons une croissance économique sociale, une croissance économique qui se fait ressentir dans la vie sociale. Ça, ce sont des résultats palpables réalisés par notre pays. Et sans oublier, quand vous attendez les fonds monétaires, la Banque mondiale, venir vous donner, ah non, nous donnons autant, nous donnons autant. C'est l'amélioration de la crédibilité internationale. Parce qu'ils savent que le niveau de mobilisation des moyens internes a sensiblement augmenté. Vous avez récemment appris, au mois d'avril, le gouvernement a mobilisé 1,5 milliard. Et je vais vous dire 1,5 milliard le seul mois. C'est en fait le niveau du budget de la RD Congo en 2009. Le budget annuel. Et aujourd'hui, la capacité de mobilisation des moyens internes, il est autour de 900, en moyenne, de 900 millions ou 1 milliard le mois. On n'a jamais atteint ce niveau. Jamais. Jamais. Avant 2020, on n'était qu'à 250 millions. Et si on fait des exploits, on est à 350 millions. Arriver aujourd'hui à faire 1 milliard et demi, ça ne relève pas du miracle. Ça relève de la détermination du président de la République, du gouvernement, à lutter efficacement contre la corruption et le détournement des deniers publics. C'est ça la réalité. Voilà, le temps nous fait défaut. Je voudrais vraiment faire un appel à tous les étudiants et étudiantes de s'engager, de créer des cellules au sein des universités, des cellules de lutte contre la corruption et le détournement, d'être en synergie avec l'inspection générale des finances, parce que ce problème est un problème de
de tout le monde. Je voudrais terminer sincèrement en saluant quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans ma vie. Je dois m'acquitter de ses devoirs agréables. Il m'a dit, et c'est resté, et ça a révolutionné ma manière de voir l'économie, les finances et tout ce qu'on fait. Il m'a dit ceci: le développement est un gâteau fixe que la communauté internationale se partage. De telle manière que celui qui veut agrandir sa part le fera au détriment des autres. Donc, si vous voulez vous développer, ne pensez pas qu'il y a quelqu'un qui va vous montrer la voie du développement, il faut vous battre. Et il m'a dit aussi que le marché financier international est un marché des dupes. Celui qui vous offre plus de facilité, c'est celui qui vous aime le moins. JBM Fret Service pour l'envoi de vos colis à Kinshasa, Congo-Brazzaville, Pointe-Noire et bientôt à Lubumbashi. Cabinda, très bientôt. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Suivez-moi. L'efficacité au rendez-vous. Agence Yassure, agence Yangouya, agence Yabastar. Balobiso ni colline comme Gitoko. Colline comme en assurance. Yagana JBM Fret Service. Pour la colline avec Kinshasa, Brazza, partout. Aux agences Yabastar. Donc, on est de Eboué. Tu es dans la colline. De Boumou en Asimabo. Donc, il y a des personnes comme Kitoko. Oezali, agence Yabami Vité. Oezali, assurance Yamakasi. Même Bakiti. Même Bafrigo. Même Mituka. Sopo Lingipe Nda Coupé. Kokoma. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Betonabao, différence, Yéna, il y a du sérieux ici. Pour tout contact, veuillez nous appeler au 01 89 16 42 09. Et pour les clients se trouvant à l'étranger, nous sommes également joignables via WhatsApp au plus 33 6 64 06 61 09. JBM Fret Service. L'efficacité au rendez-vous. Mesdames et messieurs les membres des comités, mesdames et messieurs les membres des corps académiques, scientifiques et administratifs, monsieur le président des étudiants du Congo, mesdames et messieurs les coordonnateurs des étudiants de la ville province de Kinshasa, bien chers collègues, camarades étudiants, messieurs le secrétaire général, chef de service. C'est un honneur pour nous, étudiants, d'être associés à la lutte contre les détournements et la corruption que votre institution mène sans relâche pour le bien-être du peuple congolais. Nous avons compris, avec des exposés ainsi que des échanges virtuels qui se sont suivis, que la corruption est un mot maléfique aux conséquences graves pour nous étudiants, mais aussi pour toute la population congolaise. Nous avons également compris que l'IGF, depuis à peine 2 ans seulement, a accompli de grandes choses dans la lutte contre la prédation financière. Voilà pourquoi nous, étudiants de l'Université de Kinshasa, avec la représentation de tous les étudiants du Congo, avons estimé patriotique de reconnaître votre travail exceptionnel. C'est ainsi que nous avons bien voulu vous décerner un prix dénommé Grand Prix de meilleur artisan de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et le détournement en République démocratique du Congo. Fait preuve aujourd'hui le président de la République, chef de l'État, grand chancelier des instituts supérieurs et universités congolaises. J'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous voulons également rendre hommage en lui dédiant le grand prix de meilleur garant de la bonne gouvernance et de la lutte contre le détournement en République démocratique du Congo. J'appelle ici, à cet effet, le président de la République de placer rapidement un petit mot avant de vous remettre le prix. Monsieur le recteur, monsieur l'inspecteur chef de service, monsieur membre du comité de gestion, messieurs les intervenants, messieurs le professeur,
chers camarades, étudiants et étudiantes, en vos titres et qualités respectifs, c'est un motif de joie. Personnellement, je suis vraiment ébloui d'entendre ce que l'IGF a pu faire jusqu'ici. Il est vrai que l'IGF existe bien longtemps, mais c'est aujourd'hui ou alors, en ces derniers jours, que nous, jeunesse étudiantine, entendons beaucoup parler de l'IGF. Sur ces, permettez-moi, au nom de tous les étudiants du Congo, de vous encourager et vous demander de continuer sans relâche à traquer ces bandits de nos deniers publics, l'argent du contribuable congolais. Mais également d'encourager mes collègues étudiants à avoir le courage de dénoncer tous les tonnerres, mais avec preuve bien entendu. Ainsi, pour couronner cette mythe que mène le chef de l'État par votre chemin, nous vous décernons ici un prix, comme l'a dit le colonel Bagaza, un grand prix de grand, alors grand, je répète, d'homme d'État qui lutte jour et nuit contre la corruption et les détournements des deniers publics. Je cite Monsieur Excellence chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui vous donnerez certainement ce prix que nous vous remettons en son nom. J'ai dit, je vous remercie.
Madame. 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 Tu opéré ou quoi? Parce chef. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette cérémonie ici à l'université de Kinshasa, Iniki. Merci à l'inspecteur général de l'IGF.
Monsieur Alingeti Jules. Donc voilà, pour tout ce que vous êtes en train de faire pour ce pays, la République démocratique du Congo. Le Congo a besoin des hommes et de femmes comme vous, Monsieur Alingeti. Félicitations. Noli Tamboulessage depuis Kinshasa. Merci à Yannick Youra derrière la caméra. Merci à tous nos téléspectateurs de Congo Top News Monde. Merci à Kassongo pour cette organisation. Merci à vous tous. À Poipan, merci à vous. Un grand merci aussi à Passy Kassongo qui était là et à l'organisation. Merci. C'était la Noli Tamboulessage à Kinshasa. Vous nous regardez à Paris, vous êtes en Belgique, vous êtes aux États-Unis d'Amérique. Je suis à Kinshasa, mon pays que j'aime bien. Merci. On se dit bye bye et à la prochaine. Congo Top News Monde, RTG. Peace and love. Ça va? Oh! T'es là? Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le peuple réclame justice. Président Fachi Kobomela bango moto teo bango baibaki babomaki pe moto te mbongo aleta ebabula keza ya bango lelo peuple atele nyazo réclame justice. Fachi beto Kobomela bango moto teo bango baibaki babomaki pe moto te mbongo aleta ebabula keza ya bango lelo peuple atele nyazo réclame justice. Tadetwa ya moto kosenga belebela te baliaka ngo te eza détournement. Kongo nde mboka Kongo mboka oyo mokengeli yoba totelema banso na likambo etali mboka bapapa bamama bilenge bandeko efoko denonse makambo etali mboka na bestitizio nyonso oliaka mokwa mosala ya leta eza detunemo totelema banso na likambo etali mboka bapapa bamama bilenge bandeko efoko denonse makambo etali mboka na bestitizio nyonso oliaka mokwa mosala ya leta eza detunemo bapesi mbongo ya trésor public kosalela ngo mosala nalikanisa kotunga mboka yo obongolila yo makanisi okonisango ya yo keba eza détournement nalingala tokobengo moyibie totelema banso na likambo etali mboka bapapa bamama bilenge bandeko ifoko denonse makambo etali mboka na bestitizio nyonso oliaka mboka mosala ya leta eza détournement. Excellence bonga leta yango noza koyiba keba yoga bozoboma mboka mokemoke salesava mbongo mosala ya leta ya posheno te gonge belebie yakokanga miige gongonanga bolingo botika mboka etondama moyibya mbongo leta nyonso ebongiakangama. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le peuple réclame justice. Président Fachi Kobomela bango moto teo bango baibaki babomaki pe moto te mbongo aleta ebabulaki eza ya bango lelo peuple atele nyazo réclame justice. Fachi beto Kobomela bango moto teo
na Congo nyonso telema bassociation baétudiant mouvement Congo en avant MCA telema eza likambo ete lekolo ntango yango oyo selase bonga leka yango noza koyiba keba. C'est quoi le problème? Je suis quand même là. C'est quoi? Paris, Belgique, Brazzaville et Kinshasa, DS Champagne vous accompagne lors de vos événements avec un service d'hôtes et d'hôtesses pour une dégustation de nos crus d'exception, finesse et d'élégance. DS Champagne vous propose aussi la vente de ses produits en gros ou au détail. DS Champagne luxueux de Paris, Dédé Samba. Au cœur de Kinshasa, découvrez Genesis Hotel dans la commune de Kasavubu. Pour un séjour agréable en République démocratique du Congo, pour votre plus grand plaisir, passez un séjour merveilleux avec des nuits inoubliables, des chambres climatisées et spacieux, balcons garantis. Une salle de fête pour vos événements divers, un personnel qualifié à votre service, un cadre chaleureux, propre, votre sécurité est garantie. Passez de bons moments dans Genesis Hotel. Genesis Hotel, salon Congo pour tout type d'événements, conférences, réunions, anniversaires, mariages et autres. Nous sommes situés au 8 avenue Kanda dans la commune de Kasavubu. Pour tout contact, veuillez appeler +33 6 63 85 41 56 +243 90 48 61 050 +243 84 13 33 3 16. Genesis Hotel, poto ekiteli biso na Kinshasa. L'odeur de la rue. Le Zali solo à noix de cola. J'ai appris ton cœur est brisé. Je suis prêt à le reparer. Je ferai la différence. Accorde-moi juste une chance. J'ai appris ton cœur est brisé. Je suis prêt à le reparer. Je ferai la différence. Accorde-moi juste une chance. Manayo tilifobo, manayo tilifobo, manazet tilifobo, manayo tilifobo. Toute la nuit, moi décolla, toute la nuit. C'est vrai que tu as eu de mauvaises expériences. J'ai su peut-être comme tous les hommes, mais je ne suis pas comme les autres car je vais t'aimer. Je veux t'honorer, je veux te chérir, ma douceur, mais la moisette. Le Zali solo ya noix de cola veut dire que c'est devant une place, mais la moisette de qu'elle l'aime.